Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Mark Van Beers. Mai 1995, dans la baie de Calvi, en Corse. Mark Van Beers, un homme d'affaires bruxellois, est en voyage de noces avec sa jeune épouse, Aurore. Ils ont choisi l'île de beauté pour ses plages de sable blanc, ses cascades majestueuses et ses routes pittoresques. Si pittoresques d'ailleurs qu'un soir, Mark perd le contrôle de sa voiture et plonge dans le ravin. Le jeune marié est tué sur le coup, alors qu'Aurore, elle, n'est que légèrement blessée. Un vrai miracle selon les policiers corses. Mais en Belgique, la famille du défunt a des doutes. Leur belle-fille a-t-elle vraiment dit toute la vérité sur cet accident? La réponse dans ce nouveau podcast inédit de Chroniques criminelles. Tout commence à Uccle, en banlieue de Bruxelles, au printemps 1995. Aurore Martin et Mark Van Beers viennent de se dire oui. C'est le plus beau jour de leur vie. Aurore Martin, c'est une très jolie jeune femme. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Elle a 25 ans, elle est blonde, elle est mince, elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes. C'est une jeune femme pétillante, vive, sportive, qui attire les regards. Gérard Rogue, journaliste judiciaire. Il faut dire qu'elle est très expansive, elle a du mal à passer inaperçue. Mark Van Beers, par contre, lui, c'est un tout autre genre. Il est plus âgé, il a 34 ans, c'est un expert fiscaliste. Et il est grand, il est costaud, mais il est beaucoup plus réservé. C'est un homme pondéré, sage, qui vit un petit peu dans sa bulle. Bon chic, bon genre, bien rangé. Jean-Claude Madgen, journaliste à la Libre Belgique. Bon fils de famille, tout sauf un bad boy. Très différents l'un de l'autre, c'est grâce à une agence matrimoniale qu'Aurore et Mark se rencontrent. Et la magie opère tout de suite. Les deux tourtereaux tombent sous le charme. Tous les deux souhaitaient manifestement, c'est le but d'une agence matrimoniale, fonder une famille. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Mark Van Beers a été terriblement séduit par Aurore Martin, qui était une très jolie femme. C'est le coup de foudre. Alain Vinantz, avocat général. Puisqu'ils vont assez rapidement cohabiter. À peine quelques mois après leur rencontre, ils célèbrent leur mariage et ils partent en voyage de noces. Direction la Corse, dans la baie de Calvi, un petit coin de paradis. C'est une destination rêvée pour une lune de miel. C'est la mer, la montagne, le beau temps. Ils se retrouvent dans un petit village au bord de la mer. Ils vont passer là, en principe, quelques jours. Les deux amoureux sont aux anges. Ils passent jusque-là un voyage idyllique. Le soir du 10 mai 1995, ils sont à la fin de leur lune de miel et ils prévoient un dîner romantique. Ils se sont rendus au restaurant pour y passer la soirée et puis aux alentours de 22h. Ils décident de faire encore un tour en voiture pour aller voir le panorama de la baie de Calvi. La fin de la soirée s'annonce elle aussi sous les meilleurs auspices. Ils espèrent contempler une dernière fois le ciel étoilé de l'île de Beauté. Mais la promenade va se transformer en cauchemar. Il est 2h du matin lorsque les pompiers de Calvi sont alertés. Un grave accident de la route vient d'être signalé. Lorsqu'ils arrivent sur place, les gendarmes sont déjà là. Ils viennent de prendre en charge Aurore Martin.
Elle hurle, elle pleure, elle demande qu'on aille sauver son mari. Elle est vraiment dans un état terrible. Elle raconte aux gendarmes que son mari conduisait et qu'il a brutalement perdu le contrôle de la voiture. Il a donné un coup de volant en voyant passer un animal. Et elle a eu le bon réflexe qui lui a sauvé la vie. Aurore explique qu'elle a le temps de s'extraire du véhicule, donc d'ouvrir la porte. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Elle ouvre la porte, elle saute. Et elle va s'agripper à la végétation pour pouvoir donc s'arrêter. Mais malheureusement, Mark Van Beers, lui, a dévalé toute la falaise dans la voiture. Aurore raconte avoir tout tenté pour sauver son mari. Le terrain était escarpé, la voiture s'est écrasée au pied de la falaise, mais elle serait quand même descendue pour lui venir en aide. Là, elle s'est rendue compte que son mari était blessé dans la voiture. Elle l'a extirpé de la voiture et a amené son mari, son corps, jusqu'à la mer, où elle voulait, disons, le rafraîchir. Et puis là, elle s'est rendue compte que malheureusement, il était vraisemblablement décédé, et donc elle serait remontée pour aller chercher des secours. Cette chute vertigineuse aura été fatale à Mark Van Beers. Après ce témoignage, Aurore est dévastée. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital. Et les pompiers descendent à leur tour au bas de la falaise afin de retrouver Mark Van Beers. Ils sont obligés de faire appel à des plongeurs pour essayer de retrouver le corps. Et là, il va falloir plusieurs heures de recherche avant de finalement localiser le corps de Mark Van Beers et de pouvoir le remonter à la surface. Les pompiers confirment le décès. Ils observent une plaie au niveau du crâne. Il reste à savoir maintenant les circonstances du drame. Pour les gendarmes, la route est dangereuse et il s'agit a priori d'un terrible accident. En Corse, il n'est pas rare de voir au fond des ravins des voitures accidentées. Le dossier conclut à une mort accidentelle dans des conditions tout à fait particulières puisque c'était un voyage de noces. Les gendarmes corses décident alors de classer le dossier. Mais quelques jours plus tard, l'affaire va connaître un nouveau tournant. De retour en Belgique, Aurore est toujours en état de choc. Elle est hospitalisée à Bruxelles, mais les proches de Mark ne la reconnaissent plus. Aurore, après quelques jours, va changer complètement d'attitude vis-à-vis de sa belle famille. Alors qu'elle semblait totalement éplorée, eh bien là, elle a l'air plutôt froide en fait, surtout vis-à-vis de sa belle famille. Donc on lui a presque spontanément proposé, effectivement, de venir tous les jours près d'elle. Enfin, ça me semblait tout à fait naturel. Thierry Van Beers, frère de la victime. Je vous dis, elle nous a laissé parler pendant 1 heure le premier jour, et puis après, je crois que c'est directement ou par téléphone, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence, simplement. Et la famille n'est pas encore au bout de ses peines. Aurore exige maintenant que Mark ne soit pas enterré comme le veut la tradition chez les Van Beers. Aurore Martin prétend que Mark a souhaité être incinéré. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Ils en auraient parlé lors de leur voyage de noces. Les parents de son mari vont s'y opposer parce que jamais ce garçon n'a fait état de son désir d'être incinéré. Et donc ils n'y croient pas et ils ne cèdent pas. Ils vont finalement inhumer le corps de Mark dans le caveau familial à Uccle. Aurore est furieuse.
Elle ne digère pas que les parents de Marc lui aient tenu tête. Dès la fin de l'enterrement, elle n'a même pas attendu que l'enterrement se termine. Elle est partie de son côté. Je pense même plus qu'elle nous a prévenus. Donc elle a, je dirais, vulgairement planté tout le monde sur place. Les jours suivants, la relation entre Aurore et les Van Beers ne cesse de se dégrader. Et la situation dégénère quand la mère de Marc fait une demande particulière à sa belle-fille. Elle souhaitait récupérer quelques objets personnels de son fils. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Des babioles, des souvenirs de famille, etc. Aurore s'y est opposée. Ça se termine même par une gifle. Gérard Rogue, journaliste judiciaire. Qui a été donnée par Aurore à sa belle-mère. Cette fois, la rupture est totale. 3 mois après la mort de Marc, Aurore vend la maison et elle se volatilise. Mais cette disparition intrigue les parents de Marc. Aurore leur cacherait-elle un secret inavouable? Ils vont finir par mettre en doute la crédibilité de cet accident en Corse. Les parents de Marc veulent en avoir le cœur net. Ils contactent alors leurs avocats qui se plongent dans le dossier des gendarmes corses. Et là, ils découvrent des éléments troublants. Il y a l'angle de chute de la voiture qui ne correspond pas aux explications données par Aurore Martin qui dit qu'il a donné un coup de volant. S'il a donné un coup de volant, la voiture aurait dû partir de ce côté-là et pas de l'autre côté où elle a été trouvée. Le deuxième élément, c'est qu'elle dit avoir sorti son mari de la voiture, l'avoir tiré jusqu'à la mer pour pouvoir lui laver le visage. Et donc, il se pose la question, Marc Van Beers pèse quand même 80 kilos, elle n'en a que 50. Comment a-t-elle pu le tirer comme ça de la voiture ? Pour les avocats des Van Beers, le témoignage d'Aurore pose question. Et ils parviennent à relancer l'enquête. L'affaire prend alors une nouvelle dimension. On passe d'un accident à une mort suspecte. Et c'est la police judiciaire de Bruxelles qui reprend le dossier. Le 5 septembre 1996, les enquêteurs convoquent Aurore Martin. Ils doutent de sa venue car elle a disparu depuis la dernière dispute avec sa belle-famille. Mais surprise, elle se présente à la police, visiblement toujours très affectée. Elle pleure toute l'audition. On ne l'interrompt pas. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à l'APJ de Bruxelles. Donc on la laisse complètement expliquer les choses. Elle a tout son scénario. La version d'Aurore n'a pas changé. Il s'agit d'un accident, elle s'est éjectée de la voiture, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, un animal est passé par là, Marc Van Beers a donné un coup de volant et voilà la suite. Elle ne varie pas, en tout cas dans ses déclarations. Pour les policiers, Aurore paraît sincère. Le dossier est sur le point d'être refermé. Mais comme il reste des zones d'ombre, la police ordonne une dernière vérification. Une décision qui relance toute l'affaire. Pour boucler complètement son dossier, pour avoir une vision la plus correcte de la situation, le juge nomme un expert automobile et part en commission rogatoire avec cet expert sur place en Corse. L'expert envoyé sur place va étudier la trajectoire de la voiture, il va aussi regarder la vitesse approximative de la voiture, il va regarder la configuration des lieux au niveau géographique. J'ai vu assez rapidement que ça ne collait pas tellement avec la déclaration, si vous aimez, que la version de la passagère. Robert Hazan, accidentologue français. Et l'angle de chute, j'aurais dû retrouver la voiture tombée là.
En aucun cas, on aurait dû la retrouver de l'autre côté. Et donc pour avoir un angle aussi perpendiculaire à celui qu'on a constaté sur place, eh bien, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de pousser la voiture dans le ravin. L'enquête prend alors une dimension criminelle. Et l'expert est formel. La version d'Aurore ne tient pas. La jeune veuve éplorée aurait-elle donc menti sur les circonstances de la mort de Marc ? Pour le savoir, le juge ordonne qu'on exhume le corps de Marc pour réaliser une autopsie. C'est une chance qu'il ait été inhumé et pas incinéré, parce que là, on va pouvoir découvrir des choses très intéressantes. Le 2 février 1997, quand les résultats tombent, les conclusions du médecin font froid dans le dos. Aurore Martin aurait menti depuis le début. La constatation principale était le fait que le corps présentait plusieurs lésions traumatiques. Marc-Antoine Sépulcre, médecin légiste. Toutes ces fractures avaient été provoquées alors que M. Van Beers était décédé. Donc il s'agissait de lésions post-mortem. Marc Van Beers était déjà mort avant d'être précipité dans le ravin. Pour les enquêteurs, un premier scénario se dessine. Marc aurait d'abord été tué, puis sa voiture aurait été poussée dans le vide pour simuler un accident. Aurore, seul témoin du drame, devient donc la suspecte numéro 1. Mais les enquêteurs se demandent pourquoi, en pleine lune de miel, cette jeune femme aurait pu vouloir la mort de son mari. Ils se penchent sur son héritage et ils font une découverte édifiante. Les enquêteurs vont découvrir Alain Vinantz, avocat général. qu'il y avait plusieurs assurances vie, 6 ou 7 même, sur la tête de Marc Van Beers. Pour un montant d'environ 20 millions de francs belges à l'époque. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Et puis, il y a aussi la vente de la maison de Rode-Saint-Genèse, et donc finalement, l'ensemble représente un peu plus de 600 000 euros. Une somme dont Aurore Martin est la seule bénéficiaire. Mais les enquêteurs sont surtout intrigués par un nouvel indice. Marc Van Beers était expert fiscaliste et il avait souscrit des assurances vie qui présentaient toutes des avantages fiscaux, toutes, sauf une. Dans une de ces assurances, en fait, il n'y avait pas d'avantage fiscal. Ça a vraiment attiré l'attention des enquêteurs parce qu'ils se sont demandé pourquoi, tout d'un coup, cette assurance-là était différente des autres. Et cerise sur le gâteau, cette assurance avait été contractée quelques mois avant le décès. Dans ce fameux contrat, Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Les montants du capital sont doublés en cas d'accident. Avec cette seule assurance, Aurore a touché 250 000 euros. Ce contrat éveille la curiosité des enquêteurs qui vont découvrir une preuve accablante contre Aurore Martin. Et on va s'apercevoir que la signature, c'est pas celle de Marc, c'est celle d'Aurore Martin, qui signe à la place de Marc Van Beers. Avec cette fausse signature, pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. L'argent est le mobile du crime. Le juge ordonne aussitôt l'arrestation de la jeune veuve. Mais il est trop tard. Le problème, c'est qu'Aurore Martin, elle a disparu de la circulation, on ne la trouve plus. On a pris contact avec sa famille, etc. Ils ne savent pas où elle est. Elle serait aux États-Unis, chez un oncle, pour se remettre de la mort de son mari. Pour le juge, cette disparition est la preuve de son implication dans la mort de Marc. En avril 1997, il lance un mandat d'arrêt international contre Aurore Martin. Et l'enquête continue.
Les policiers sont persuadés d'être face à un assassinat minutieusement préparé. Mais un détail ne colle pas. Ce qui va interpeller du coup les enquêteurs, c'est qu'ils se disent si Aurore Martin a poussé la voiture dans le ravin, mais avec ses 50 kilos et toute fluette comme elle est, comment a-t-elle fait? Ils pensent à un complice. Pourquoi? Parce qu'enfin, Aurore Martin ne peut pas effectuer cet assassinat toute seule. Il faut tuer Mark Van Beers, il faut le pousser dans le ravin. Ça semble difficile pour une femme seule. Mais Aurore reste introuvable. La police n'a aucune piste. L'enquête est au point mort. En juin 1997, 2 ans après la mort de Mark, un incroyable rebondissement va permettre à l'enquête de progresser. Un témoin inattendu explique avoir des révélations à faire aux policiers. Ce témoin va s'avérer être Fabienne Lefebvre. Fabienne Lefebvre est la deuxième épouse du père d'Aurore Martin. Proche d'Aurore, Fabienne raconte qu'après le drame, elle est venue lui rendre visite à l'hôpital. Et ce jour-là, son attitude l'a profondément choquée. Je suis rentrée dans la chambre et c'est là où j'étais très étonnée. Fabienne Lefebvre, belle-mère d'Aurore Martin. J'ai vu Aurore qui riait. Je me suis demandé, j'ai posé la question à mon mari, j'ai dit, elle fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et alors là, elle m'a dit non, je suis bien, je suis millionnaire, je suis millionnaire. Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Le témoignage de Fabienne est accablant. Mais ça n'est pas tout. Comme les policiers le soupçonnaient, Aurore aurait bel et bien eu un complice. Fabienne précise, elle lui a parlé du fait qu'elle avait été, pour ces faits-là, aidée par un complice, un certain Peter Schmidt. Elle va dire que tout cela a été réglé avec Schmidt et 3 de ses amis, qu'il y avait même eu auparavant une reconnaissance des lieux. D'après Fabienne, c'est ce Peter Schmidt et ses hommes qui auraient donc mis en place un guet-apens ce soir-là. Il y avait une personne, donc un complice qui se trouvait dans le restaurant. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Et qui devait donner le go à une autre équipe qui a positionné un véhicule en travers de la route sur laquelle circulait Mark Van Beers. Et là, ils sont rentrés dans la voiture, alors ils ont fait éclater la tête de Mark Van Beers à coup de batte de baseball. Mais Fabienne va livrer des détails encore plus glaçants. Quand la voiture a été braquée, Marc criait tout le temps, on criait « Ne faites pas de mal à ma femme, ne faites pas de mal à ma femme ». Et elle dit « Bon, je riais ». Elle s'est dit c'était vraiment le con, vraiment le con. Elle dit qu'elle a, quand ça s'est passé, elle a eu un taux d'adrénaline qui est monté, quelque chose d'incroyable. Elle aime la peur, elle aime l'extrême, et quand elle agit comme ça, elle dit elle a tout. Et ils se sentent encore plus forts après. Elle dit après on est amoureux, Uwe et moi, quelque chose d'inimaginable. On se sent proche d'une façon que personne ne pourrait pouvoir imaginer le lien qu'il y a après. Elle dit c'est une force dans notre amour. Pour la police, ce témoignage est un véritable coup de tonnerre. Ils veulent à tout prix mettre la main sur ces amants diaboliques. Mais Aurore reste introuvable. Alors ils s'intéressent à ce Peter Schmidt. Et là, surprise, ils découvrent qu'il a lui aussi été impliqué dans un accident de la route 5 ans plus tôt. Un accident qui a coûté la vie à son épouse.
Difficile de croire à une simple coïncidence. Alors les enquêteurs veulent savoir à qui ils ont affaire. C'est un beau gosse, bien foutu, bien baraqué, un séducteur par nature, donc il plaît aux femmes. Toutes les filles en tombent amoureuses, c'est un charmeur et franchement, il ne doit pas chercher beaucoup pour pouvoir sortir avec des filles. Celle qui deviendra sa femme s'appelle Ursula Deschamps. Lorsqu'elle le rencontre en 1992, elle tombe folle amoureuse de lui. Sa sœur Gladys se souvient très bien de sa première rencontre avec Peter Schmidt. C'est un jeune caporal au shape qui vient d'arriver à Mons, qui est un beau grand garçon, un bel homme, assez imposant. Gladys Deschamps, sœur d'Ursula Deschamps. Tom Cruise, c'est un peu... moi, quand je l'ai vu, c'est ça, je me suis dit, waouh, on dirait un acteur, quoi. Ursula a 21 ans. C'est une jeune fille extravertie, souriante, sympathique, très attentionnée, intelligente. Pour moi, entre eux, ça a été un coup de foudre. Ils sont sur la même longueur d'onde. Elle est amoureuse. Ils veulent plus se quitter. Il la demande en mariage. Ursula est sur un petit nuage. Le couple se marie peu de temps après leur rencontre. Mais lors de la cérémonie, de nombreux convives s'étonnent. Peter n'a invité aucun membre de sa famille. Bizarre. À votre santé. À votre santé. Tu devras un super discours, hein, biche. Les enquêteurs découvrent qu'après le mariage, Peter n'est plus le même avec Ursula. Il y a un changement radical. Je ne le reconnais plus. C'est un autre personnage. Il est odieux, il est froid. Peter serait même devenu violent, au point qu'Ursula quitte le domicile conjugal seulement 6 mois après la cérémonie. Peter donne alors un rendez-vous à la jeune femme pour organiser leur divorce. Elle part vers la gare de Waterloo, pour la gare centrale, pour prendre son train pour aller vers Mons. Et à ce moment-là, il lui promet de signer les papiers du divorce. Donc elle va clairement, dans sa tête, revenir avec les papiers du divorce. Peter vient la récupérer à la gare en voiture. Et après, plus de nouvelles. Mais dans la nuit, un coup de fil de la police va faire basculer la vie de cette famille. Ursula a eu un accident, la voiture est tombée dans le canal de Mons, Peter a pu s'en extraire et Ursula a disparu. J'arrive à notre appartement, je vois mon papa qui ouvre la porte et directement mon père me dit « On a tué ta sœur. On a assassiné Ursula. » Je dis « Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu me dis? On a assassiné Ursula. » « Oui, il l'a assassinée, je le savais, j'aurais dû l'accompagner. » Gladys est sous le choc, mais elle pense que son père délire et elle garde espoir de retrouver sa sœur vivante. On a retrouvé la voiture, mais pas Ursula. Donc pour moi, Ursula, elle est pas morte, c'est pas possible. Pas elle, pas Ursula, pas elle. Son corps va être retrouvé plusieurs jours plus tard, à 300 mètres du lieu d'impact dans le canal, donc du lieu endroit où se trouve la voiture. Une autopsie est réalisée. Conclusion, Ursula serait bien morte noyée. La cause accidentelle est retenue. Peter est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour conduite imprudente. Mais la famille d'Ursula n'y croit pas. Pour les experts automobiles, c'est clair et net que c'est un accident. On est anéanti, on est dégoûté. C'est un crime parfait.
Retour à la police judiciaire de Bruxelles en 1997. Pour les enquêteurs, les ressemblances entre les décès d'Ursula et de Marc sont troublantes. Alors, ils cherchent s'il existe d'autres points communs entre les deux affaires. Et nouvelle coïncidence, ils découvrent que Peter a lui aussi touché une assurance vie, 220 000 €, avec la même clause que celle de Marc. La somme double en cas d'accident. Pour la police, plus de doute possible. Les deux amants ont tout orchestré. Le modus operandi, c'est chaque fois une erreur de parcours, un coup de volant qui est donné de manière brusque. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Une chute du véhicule dans le canal ou bien dans le ravin en Corse. Le fait que l'époux survivant parvient à s'extraire de la voiture. Il y a le fait aussi que dans les deux cas... Gérard Rogue, journaliste judiciaire. Schmitt dit, moi j'ai essayé de porter secours, mais je ne l'ai pas trouvé dans le canal. Il faisait nuit. Et pour la Corse, idem, j'ai voulu porter secours, je suis même descendu jusque-là. Avec ces deux affaires, les amants diaboliques font la une. Et grâce à cette médiatisation, Steven Levy, un ami de Peter, se présente à la police. Il a un témoignage capital à livrer. Il va nous expliquer qu'en mi-95, Schmitt l'amène au bord du canal et lui explique comment il a tué sa femme en la noyant dans le canal pour faire du fric avec les assurances. Steve déclare que l'intéressé disait ça d'une manière tout à fait calme. Alain Vinantz, avocat général. Et qui lui avait même ajouté un certain détail pour quand même paraître être l'époux éploré de la victime. Et pour avoir des larmes aux yeux, il se les frottait avec des bonbons mentholés. Après ce témoignage accablant, le juge lance un nouveau mandat d'arrêt international. Et cette fois, contre Peter. La chasse à l'homme est donc lancée. Où se cache le couple machiavélique ? Pour le savoir, les policiers interrogent les proches des deux amants. Et c'est la sœur d'Aurore qui va amener l'information. Ils sont tous les deux amis. Nathalie Papeux, journaliste judiciaire. Avec le mandat d'arrêt international, les autorités américaines sont mises au courant, le FBI, et donc la traque commence. La police de Miami est sur le pied de guerre et elle oriente ses recherches vers les beaux quartiers. Car avec les assurances vie, le couple a empoché 800 000 €, une somme qui donne le vertige. De quoi, en tout cas, mener la vie dont ils ont toujours rêvé. Ils vivent vraiment dans le luxe. Alors, ils sont jeunes, ils ont envie de vivre la grande vie. Ils sortent, ils flambent, ils achètent un voilier, ils découvrent des îles ensemble, ils font des soirées avec des amis. On loue des appartements pas loin de chez Madodin. Et donc, c'est la grande vie. Mais, prévenus par leurs proches, Aurore et Peter apprennent que la justice américaine est à leur recherche. Et ils vont de nouveau disparaître, rendant le travail de la police encore plus compliqué. Ils ont adopté à partir de ce moment-là une vie de fugitifs. Ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas les localiser, c'est-à-dire qu'ils basculent dans la clandestinité. Ils n'utilisent jamais de carte de crédit. Ils n'utilisent pas de téléphone portable. Ils ont un faux nom. Et lorsqu'ils doivent téléphoner, ils téléphonent d'une cellule téléphonique dans la ville. Et lorsqu'ils apprennent qu'ils sont recherchés, ils transforment légèrement leur aspect physique. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers.
Notamment Peter Schmidt se fait pousser la barbe, la moustache, se met des lunettes. Aurore a changé de look. C'était plus la blonde ravageuse qu'on avait connue plus tôt, mais plutôt une femme d'affaires un peu stricte. Grâce à cette stratégie, le couple échappe au FBI durant 3 mois. Les amants ont bel et bien quitté Miami Beach pour une banlieue plus discrète. La chasse à l'homme est à l'arrêt. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la police continue ses recherches activement. Les enquêteurs belges ont mis sous écoute toute la famille d'Aurore Martin, toute la famille de Peter Schmidt. Et un beau jour, Peter commet une erreur. On finit par retrouver la trace de Peter grâce aux écoutes téléphoniques qui mènent à une cabine téléphonique à Miami. Et on prévient les autorités judiciaires américaines et les US Marshals. Grâce à ces informations, le FBI localise la cabine téléphonique d'où Peter appelle sa famille. Et en toute discrétion, les enquêteurs organisent une surveillance sur le site. Les Américains vont se mettre en planque en permanence. Et donc on a installé une sorte de piège, de guet-apens. Quelques jours plus tard, les policiers remarquent un véhicule qui se gare près de la cabine téléphonique. Son conducteur leur paraît suspect. Il semble cacher son visage avec une casquette. Pour le FBI, aucun doute. Cet homme est bien le fugitif qu'il recherche. Alors, il procède aussitôt à son arrestation. Au moment où les policiers américains lui tombent dessus, Schmidt commence par nier qu'il s'appelle Peter Schmidt, etc. Puis, comme ça ne marche pas des masses... U.S. Schmidt essaye de corrompre les US Marshals en proposant une somme d'argent parce qu'il avait 48 000 $ sur lui. Ça n'a pas marché, heureusement, et donc il est arrêté et amené au poste de police. Les enquêteurs veulent maintenant mettre la main sur Aurore, mais Peter refuse de parler. Les policiers fouillent sa voiture et ils tombent alors sur l'adresse de leur planque. Ils se rendent aussitôt sur place pour arrêter la jeune femme. Les US Marshals interviennent in extremis parce qu'en fait, ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à partir puisqu'il y a des valises qui sont là, l'appartement est vide. Épilogue dans un dossier à rebondissement. Les tueurs à la lune de miel, les honeymoon killers, comme on les appelait aux États-Unis, ont été arrêtés. Ils se savaient alors recherchés par le FBI. Ils ont vendu bateaux et voitures pour se réfugier dans un immeuble de passage. C'est là qu'Aurore Martin a été cueillie. Elle a commencé par pleurer pendant plusieurs heures. Elle était un peu soulagée parce qu'elle n'avait quitté cet appartement qu'une à 2 fois ces derniers mois. Elle savait que la police la recherchait. Cette fois, la traque est bien terminée. En juillet 1997, 2 ans après l'assassinat de Marc, les 2 amants sont extradés vers la Belgique. À leur arrivée à Bruxelles, ils sont aussitôt incarcérés. Les enquêteurs n'attendent qu'une chose, leurs aveux. Mais les premières auditions ne donnent rien. Aurore Martin, elle va maintenir la thèse de l'accident. Alain Vinantz, avocat général.
En ce qui concerne Peter Uwe Schmidt, pour lui, c'est tout à fait simple. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Il n'était pas sur les lieux, il n'était pas en Corse au moment des faits et il n'est donc pas impliqué dans cette affaire Van Beers. Peter et Aurore clament leur innocence. Alors pour tenter de les confondre, le juge organise une reconstitution pour voir si la version d'Aurore est plausible. Et il espère voir le couple craquer. La scène se déroule sur le tarmac de l'aéroport de Melsbrook. Le juge demande à Aurore de répéter les faits qui se sont produits en Corse 4 ans plus tôt. Mais la jeune femme semble perdue. Je ne saurais plus vous dire. Je n'ai aucune notion. J'ai aucune notion que je puisse expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune notion. Je ne peux pas vous expliquer. Laissez-moi s'il vous plaît 2 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes sortir. Je ne vais pas m'évader. Je ne vais pas aller nulle part. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. Aurore est déstabilisée. Pour sa défense, elle dit qu'elle a tout oublié. Et Peter, qui affirme ne pas avoir été en Corse à cette période, tente de lui venir en aide. Et si il y a une tourne à droite dans ce moment, ça veut dire vous faire une coupe et quand même la voiture, les pneus sont allés bas. Oui, donc vous voulez que l'angle soit un peu moins fort. Je veux dire, même c'est possible, la voiture... La reconstitution piétine. Elle n'apporte rien de probant. La police n'a toujours pas d'aveu, ni de preuves solides qui les relient directement au meurtre de Marc. Pour le dossier d'Ursula, la justice déclare qu'elle ne peut pas rouvrir l'enquête. Une nouvelle déception pour ses proches. Aux grandes dames de la famille Deschamps, Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. L'affaire concernant Peter Schmidt et Ursula Deschamps ne pourra pas être rejugée parce qu'on ne peut pas juger 2 fois une personne pour les mêmes faits. Peter échappe donc à un nouveau jugement concernant Ursula. Une victoire pour son avocat. C'était un succès que nous avons estimé important à ce moment-là, espérant Jean-Philippe Mayence, avocat de Peter Schmidt. Que nous allions pouvoir obtenir aussi quelque chose dans le cadre du second dossier. En revanche, il est renvoyé aux assises avec Aurore Martin pour l'assassinat de Mark Van Beers. Alors les 2 amants irrésistibles réussiront-ils aussi à séduire le jury ? Le 9 septembre 2001, le procès s'ouvre et toute la presse est au rendez-vous. Aurore Martin, 32 ans, ex-délégué commercial. Peter Uwe Schmidt, 30 ans, ancien caporal. Dès leur entrée dans le box des accusés, on n'entend plus que le cliquetis des appareils photo. L'enjeu est important. Peter et Aurore clament leur innocence et les policiers n'ont que des indices et des témoignages, mais aucune preuve ni aveu. Leurs avocats plaident l'acquittement. Mais le couple sait qu'il risque la perpétuité. Quand Aurore Martin se présente devant ses juges, Jean-Claude Madgen, journaliste à la Libre Belgique. Elle n'a plus rien à voir avec la femme qu'elle pouvait être 5 ans avant. Elle est cassée. La prison a laissé beaucoup de traces sur son physique. Elle est marquée, elle est tirée, elle pleure abondamment. Elle pleure parce qu'elle est émotionnée, qu'elle est émotive. Guy François, avocat d'Aurore Martin. Mais elle est contente d'enfin pouvoir s'exprimer. Hein. N'importe qui d'ailleurs comparé en cour d'assises. C'est une épreuve épouvantable à subir. De son côté, Peter fait preuve d'un sang-froid inébranlable. Il maintient sa version. Il n'était pas en Corse la nuit du drame. Peter Uwe Schmidt est, lors du procès, très poli, très maître de lui.
Il ne perd jamais le nord, il a réponse à tout. Il a l'impression que les enquêteurs n'ont pas fait leur travail correctement, qu'on est parti d'une présomption de culpabilité, tout ça, il en est convaincu. Il a l'air vraiment très confiant. Pour lui, il sort, c'est pas possible. Gladys Deschamps, sœur d'Ursula Deschamps. Pour lui, c'est j'ai rien fait, je sors. Moi, je suis non, innocent. Aurore paraît moins sûre d'elle. Alors l'accusation tente de la déstabiliser en insistant sur le mobile financier avec ses assurances-vie qui lui ont rapporté tant d'argent. Mais là encore, elle n'avoue rien. Pour Aurore, c'est un accident de voiture. Et pour Schmitt, il n'était pas là. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Point final. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Effectivement, on n'a jamais pu démontrer que Peter Schmitt était en Corse au moment du voyage de noces d'Aurore Martin et de Mark Van Beers. Alors que vont décider les jurés? Le doute va-t-il profiter aux accusés ou au contraire, vont-ils payer cher leur réputation d'amants diaboliques? Le jury se retire pour délibérer. Le 25 septembre 2001, plus de 4 ans après la mort de Mark, le verdict tombe. Et ils sont reconnus tous les deux coupables d'assassinat. La condamnation, c'est 20 ans de réclusion criminelle pour Peter Uwe Schmitt et 15 ans de réclusion criminelle pour Aurore Martin. Je comprends qu'il y ait une différence de 5 ans entre Schmitt et Martin, parce que manifestement, le moteur de cette ignominie, c'est Schmitt. Pour les proches de la victime, ce verdict est une délivrance. C'est surtout un sentiment, je dirais, de soulagement. Thierry Van Beers, frère de la victime. Et comme je l'avais déjà dit auparavant, de retrouver une certaine sérénité par rapport principalement, et c'était depuis le début notre objectif, par rapport à la mémoire de mon frère. Pour la famille d'Ursula, c'est l'amertume. Et le sentiment d'injustice est terrible. C'est du dégoût de savoir que lui, sa vie continue, et ma hantise un jour de le rencontrer, de le revoir. De notre côté, sa vie à Ursula, elle s'est arrêtée. Aurore Martin a retrouvé la liberté en 2007. Peter Schmitt est sorti l'année suivante pour bonne conduite. Aux dernières nouvelles, les deux amants vivraient toujours ensemble, unis à jamais par le terrible secret de la mort de Mark et Ursula. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.